J'ai entendu parler de données ouvertes, de produits open source, de co-création. Ouais. Alors, Elsa Bruyère et Sylvain Étier, qui sont cofondateurs de la Fabrique Agile, qui est un centre d'excellence en expérimentation d'affaires, vous parleront d'innovation ouverte, là, un de nos sous-thèmes aujourd'hui. Alors, bonne conférence. On vous encourage à poser vos questions comme d'habitude dans le chat. Je vais les adresser en votre nom lors de la période de questions. Donc, discutez, posez des questions et n'oubliez pas de prendre des rendez-vous vidéo là, pour créer de nouvelles relations d'affaires et pour courir la chance de gagner le livre de Jeff Booth que vous allez voir ce midi. Alors, bonne conférence à tous et Elsa, Sylvain, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à tous. Je suis Elsa Bruyère, donc je suis une des cofondatrices d'un organisme à but non lucratif qui existe depuis 6 ans au Québec, qui s'appelle la Fabrique Agile. Comme l'a dit Camille, merci de nous accueillir ici. On est là pour vous parler d'expérimentation d'affaires, pour vous parler d'excellence technologique, pour vous parler de dérisquer l'innovation et notamment l'innovation ouverte. Sylvain, je te donne la main sur le clicker, je te laisse partir la présentation et puis on est ensemble pour un 40 minutes, après ça 45 minutes, puis après ça on prend le temps de discuter via vos questions. Parfait. Alors merci Elsa. Et l'idée là, c'est vraiment, on va rapidement passer à travers du contenu. L'idée, c'est de vous nourrir pour que vous ayez un peu une belle image de qu'est-ce qu'on veut vous expliquer pour après avoir une discussion sur l'innovation ouverte. Parce que l'innovation ouverte, c'est une stratégie, hein, c'est pas une fin en soi, donc il faut le voir dans son ensemble. Et donc, je vais regarder avec vous un peu des concepts d'expérimentation et on va voir comment l'innovation ouverte s'intègre dans tout ça. Donc, ici, donc, Elsa vient de se présenter. Je fais partie de l'équipe aussi. Je suis un cofondateur. Donc, je suis directeur de l'expérimentation d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des opportunités, ben, on veut aller la valider. Donc, j'aide l'équipe à trouver des stratégies pour aller valider, pour aller chercher de l'information en expérimentant pour être sûr que ce qu'on fait a de la valeur et crée de la valeur pour les gens. Donc, pourquoi on fait de l'expérimentation d'affaires et pourquoi on irait faire de l'innovation ouverte? À la base, c'est parce qu'on veut réduire notre risque. Okay? Et là, c'est assez large comme terme. Hein, qu'est-ce que ça veut dire le risque? Et donc, je vais vous expliquer une petite partie sur le risque. Okay? Donc, la définition ici, je ne vois pas super bien les slides. Je ne sais pas si je peux grandir la slide de Camille parce qu'elle est tout petite dans mon écran ici. Attends, je vais voir ici, je suis capable. Ah, c'est un peu mieux. Parfait. Donc, j'ai trouvé comment arranger la slide pour l'avoir un peu plus grande. Donc, à la base, la théorie sur le risque, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre que dans l'environnement d'affaires dans lequel on est, on fait une tonne d'assumptions et on ne le réalise pas toujours. Des fois, on prend pour acquis certaines informations, mais on a une tonne d'assumptions. Et donc, c'est des choses qu'on croit être vraies, sans avoir nécessairement les preuves. C'est notre instinct, c'est des gens qu'on a entendus. On n'a pas beaucoup de preuves, mais on dit « Ah non, ça fait du sens pour nous ». Donc, l'assumption devient comme une vérité, alors que c'est une assumption. Donc, il faut reconnaître qu'on a énormément d'assumptions et une assumption nous met à risque. Okay? Parce que si elle n'est pas vraie, ben, on peut se tromper. Et ensuite, il faut comprendre qu'est-ce qu'une hypothèse. Alors, une assumption, on pense que c'est vrai, mais on n'a pas de preuve. Une hypothèse, c'est « je crois que ça est vrai ». Et je vais faire une expérimentation pour aller valider. Je vais aller chercher du data qui me prouve que cette hypothèse-là, elle est vraie. Et donc, évidemment, on ne va pas tester toutes nos hypothèses et toutes nos assumptions. On prend les assumptions les plus risquées, les plus grandes. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on commence notre histoire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et là, vous dites, je suis dans une conférence d'innovation ouverte et il me parle de Business Model Canva. Pourquoi? Ben, c'est comme je vous ai dit, c'est une stratégie, l'innovation ouverte. Alors, il faut comprendre dans son ensemble pourquoi on le fait. Et pour ça, bien, il faut comprendre que quand on a une business, quand on a une entreprise, en fait, on a un modèle d'affaires. Notre produit, c'est jamais notre produit. Notre produit, c'est l'entièreté de notre modèle d'affaires. Et donc, l'innovation ouverte, c'est un des éléments qui va rentrer
dans cette stratégie-là. Et quand on regarde un business model Canva, et là, je ne vois pas à la salle, j'aimerais ça demander qui est à l'aise, qui a déjà vu un business model Canva. Je vais assumer que vous êtes quand même confortable si vous êtes des entrepreneurs, mais quand on regarde dans un business model Canva, il y a 3 piliers qui ressortent. Hein? Est-ce que la solution que vous avez, elle est désirable? Est-ce qu'elle est faisable? Et est-ce qu'elle est viable? Donc, souvent, en innovation ouverte, on va utiliser l'innovation ouverte pour toutes ces stratégies-là. On va s'assurer que c'est désirable parce qu'on va inclure les gens pour qui on crée la solution. Ça, c'est de l'innovation ouverte. On va s'assurer que c'est faisable parce qu'on va aller chercher des partenaires qui veulent co-créer avec nous cette solution-là. Et on va s'assurer que c'est viable parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, dans plusieurs cas, de maintenir le niveau technologique de façon horizontale. C'est-à-dire, on peut être spécialisé, on est super bon dans quelque chose, mais quand on essaie d'être bon partout, le coût associé à la maintenance de cette infrastructure-là que vous mettez vous met à risque. Et donc, les compagnies qui ont compris ça, c'est des compagnies qui, normalement, ont un avantage compétitif. Et comme on vous a dit qu'on vous parlerait de cas, j'ai déjà le goût de vous en parler d'un juste ici. Okay? Et je vais vous parler de Netflix. Et je garde ici la notion de viabilité. Et là, je n'ai pas la slide, on ne l'a pas intégrée, mais je veux quand même le dire. Netflix, vous la connaissez, c'est une compagnie extraordinaire avec une culture d'expérimentation extraordinaire. Et quand on regarde l'histoire de Netflix, il est arrivé un moment. Okay? Et là, il faut penser la proposition de valeur de Netflix, donc tiré de ce business model Canva, c'est entertainment, every time, everywhere. Et donc, leur vision, c'était que partout, vous pouvez écouter Netflix. Alors, si vous vous mettez dans la position de Netflix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'une équipe de développeurs qui va développer sur Android, qui va développer sur Apple, qui va développer pour les télévisions intelligentes, qui va développer sur les consoles de jeux, qui va développer. Et là, vous voyez comment ça commence à augmenter. Alors, Netflix intelligent, on dit on ne peut pas supporter tout ça. Alors, ce qu'on va faire, et là, une des stratégies, hein, on va mettre un API. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, un API, c'est permettre à 2 logiciels, on va dire, de parler ensemble. Et donc, ils ont développé un API pour que les gens qui ont les appareils, Sony avec le PlayStation, Microsoft avec le Xbox, Samsung avec les télévisions, eux aient la capacité d'intégrer Netflix dans leurs produits. Et donc, ce n'est même pas eux, Netflix, qui les adaptent. Ils ont demandé à l'écosystème de s'adapter, d'adapter leurs produits pour que Netflix fonctionne. Et pourquoi l'écosystème a accepté de faire ça? Ben, c'est parce que ça augmente la valeur de ma Smart TV, ça augmente la valeur de ma console. Et donc, vous voyez le win-win ici dans la viabilité de la stratégie. Okay? Donc, Netflix est très inspirant à ce niveau-là. Je veux juste vous dire aussi que Elsa est ici pour les questions spécialistes en innovation ouverte. Alors, vous pourrez poser plein de questions à Elsa par la suite, qui sont beaucoup plus larges que juste le corporate et Netflix. Okay? Et donc, je vous dirais que le plus grand risque, c'est de prendre aucun risque. Et l'innovation ouverte, ça va vous mettre en position vulnérable, pas parce que c'est complexe, on travaille avec d'autres personnes, mais c'est ça. Donc, le plus grand risque que vous pouvez avoir, c'est de ne prendre aucun risque parce que le monde évolue extrêmement rapidement et c'est la seule stratégie qui échoue, c'est de ne pas prendre de risque. Donc, oui, vous allez être inconfortable, surtout dans vos premières approches d'innovation ouverte, mais c'est nécessaire parce que ça évolue trop vite pour qu'on puisse le faire sans le faire comme ça. Surtout quand on est dans des problèmes complexes. Et donc, quand on est dans de l'expérimentation d'affaires, au départ, on a une idée et là, on se dit, ah, parfait, mon idée, elle me paraît bonne. Elle paraît bonne à quelques-uns de mes stakeholders, des gens qui partagent ma vision. Maintenant, je dois aller la confirmer. Et cet espace de recherche, c'est un espace ouvert et une opportunité de collaboration ouverte incroyable parce que vous devez être en relation avec le marché pour essayer de trouver comment cette idée-là peut s'ancrer dans le marché et trouver ce qu'on appelle, et on pourra en discuter, le product market fit. Quand c'est plus vous qui avez à vendre votre produit, c'est les gens qui viennent vers vous parce qu'ils veulent votre produit. Là, vous avez trouvé ce qu'on appelle le product market fit. Et donc là, vous allez arriver dans l'exécution de votre idée. Et dans tous ces aspects-là, il y a de l'innovation ouverte qui peut se faire. Par exemple, dans la recherche au départ, peut-être que vous avez entendu parler de hackathon, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc, on peut utiliser ces stratégies-là. On va en reparler un peu plus tard. À la fin, on a des petites cartes avec plein de stratégies. Sans passer trop de temps là-dessus, ça veut dire quoi le risque? Okay? Et j'aime beaucoup cette définition qui dit que le risque en affaires, c'est la résultante de l'ambition moins le confort. Okay?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous avez d'ambition, et nous, à la Fabrica, quand on travaille avec les gens, on essaie de les faire voir grands. Okay? Donc, on ne voit pas petit, pensez grand, vous voulez avoir un impact sur le monde. Et donc, quand vous avez beaucoup d'ambition, mais ça vous demande quoi si vous voulez réduire le risque d'être énormément dans une zone de confort? Vous devez sortir de votre zone de confort pour réduire ce risque-là et aller vers la réduction du risque. Okay? Donc, c'est l'arbitrage entre votre ambition et votre confort, puis dire, OK, c'est jusque-là je vais aller, puis pour faire ça, ben, j'ai besoin d'autres personnes, j'ai besoin de d'autres ressources, je ne peux pas faire tout ça tout seul parce que j'ai cette ambition-là. Okay? Et donc, sans passer par tous les détails, vous savez qu'il y a des risques commerciaux, des risques de prix de marché. Il n'y a pas un marché suffisamment grand. Au niveau opérationnel, vous allez avoir des risques au niveau de votre business. Au niveau financier, vous allez avoir des risques. Donc, ce sont tous des petits secteurs ici qui sont risqués pour votre entreprise et vous pouvez les dérisquer, okay, par de l'expérimentation d'affaires, bien évidemment, et parfois l'innovation ouverte vient vous aider dans ces risques-là. Donc, si je t'interromps une seconde, parce que comme on est deux, on va se faire un dialogue à tous les deux. Clairement, on parle souvent d'innovation ouverte en se disant il y a des méthodologies à part, etc., etc. Mais expérimenter, et on l'a dit là, c'est certainement le plus grand outil d'innovation ouverte. Se mettre en posture d'aller valider, d'aller vérifier ce qui doit constituer notre business, d'améliorer notre niveau d'affaires, d'aller vers une innovation réellement complexe, ça requiert à tout coup de se mettre dans une posture d'innovation ouverte. Vous ne pouvez pas faire ça. Aucun modèle d'affaires ne peut fonctionner si ça ne passe pas par un minimum de confrontation avec vos clients, vos partenaires, vos compétiteurs, bien souvent. Donc voilà, Sylvain, je te laisse reprendre, mais l'ensemble de l'expérimentation d'affaires pour nous à la Fabrica constitue en soi une source d'innovation ouverte. Voilà. Et pourquoi on voudrait faire de l'innovation ouverte et pourquoi on veut tester? On ne veut pas tester quand les choses sont complexes. Okay? Quand les choses sont complexes, ça veut dire que il faut comprendre chacun des éléments. Ça va demander énormément d'énergie, mais on va arriver par le comprendre. Par exemple, on veut bâtir un pont. Ben, c'est complexe, ça prend beaucoup de gens pour le construire, ce pont-là, beaucoup de matériel, beaucoup de coordination, mais on sait comment construire un pont. Quand on est dans une situation compliquée, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment les gens vont réagir par rapport avec notre solution et l'impact que ça va avoir dans l'écosystème. Okay? J'inverse les mots. Oh! J'ai trompé? Ouais, tu as trompé, c'est correct. Complexe, ça veut dire qu'on est capable de comprendre chacun des éléments. Compliqué, on ne comprend pas. L'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ben oui. Tu as raison, Elsa. Okay, chers amis, ce matin, on a de la difficulté. Compliqué, c'est compliqué. C'est un morceau à un, puis complexe. Voilà. Donc, complexe, il y a trop d'éléments, on n'arrive pas à déterminer les causes et qu'est-ce qui est la causalité de ce qui s'est passé. Okay? Et donc là, à ce moment-là, on a besoin de prendre l'empirisme et donc l'expérimentation pour essayer de comprendre vers où on s'en va. Et donc, je vais passer cette slide-là, mais l'idée dans la réduction de risque, quand on a une idée, c'est de partir avec un niveau d'incertitude très, très élevé et de réduire par expérimentation ce degré d'incertitude jusqu'à temps qu'on ait une bonne idée comment notre modèle d'affaires va opérer. Et l'innovation ouverte vient faire partie de votre modèle d'affaires. Donc, si vous voulez aller vers de l'innovation ouverte, vous devez le dérisquer. Vous devez voir, OK, comment je peux expérimenter pour voir si c'est pour moi cette innovation ouverte-là et comment en bénéficier. Donc, je ne vous reparle pas du Business Model Canva et du Value Proposition Canva pour vous assurer que ce que vous êtes en train de construire comme solution crée de la valeur. Donc, on ne fait pas de l'innovation ouverte que pour faire de l'innovation ouverte. Il faut que quelque part, ça nous aide à créer de la valeur pour notre usager. Et donc, ça, c'est un peu la slide qu'on pourra vous envoyer, mais qui, en finalité, vous dit toutes les différentes zones du Business Model Canva, toutes les zones de risque pour que vous sachiez à peu près, OK, dans ma business, voici mes grandes zones de risque et où est-ce que c'est un territoire d'expérimentation pour moi. Okay? Je vais
Quand on est au début d'une business, par exemple, et qu'on est justement dans une zone d'incertitude, un des exemples d'innovation ouverte, d'une méthode d'innovation ouverte que beaucoup d'entreprises emploient et qu'on vous donne ce matin avec Sylvain, c'est notamment, par exemple, plutôt que de développer quelque chose par vous-même pour vérifier s'il y a de la désirabilité, pour vérifier si vous répondez vraiment à un problème, parfois, c'est de prendre une solution qui existe déjà et puis de la tweaker. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment sur les drones. Comment les drones peuvent nous aider à aller capter un certain nombre de données, etc. Le drone en lui-même, c'est pas lui qui a de la valeur là. C'est plus un device qu'on est obligé d'utiliser. Par exemple, d'utiliser un drone existant plutôt que d'en concevoir un vous-même, c'est une approche d'innovation ouverte. Qu'est-ce qui existe déjà qui me permette de plus vite possible d'aller vérifier que je résous vraiment le problème? Toutes les stratégies que vous pouvez avoir qui vous permettent d'avoir le coût le plus faible possible, hein, donc d'assurer votre viabilité dès le début, même aux phases très amont de votre modèle d'affaires, sont les bonnes. Voilà, un exemple que j'insère dans la présentation. Je te redonne la main, Sylvain. Super. Alors, c'est quoi les outils que vous avez à votre disposition pour réduire les risques? En fait, il faut comprendre comment on bâtit une entreprise. Et quand on bâtit une entreprise, il y a il y a comme trois piliers de l'innovation en continu. Le premier pilier, c'est le pilier de design thinking. Et là, si vous pensez innovation ouverte et design thinking, vous vous dites co-création, c'est automatique. Le design thinking, c'est l'humain au centre de la solution, c'est de s'assurer que ce qu'on fait comme solution répond réellement à un besoin et qu'on se donne l'opportunité d'explorer quand est-ce qu'arrive ce problème-là, comment il arrive et de connecter émotionnellement avec la problématique. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on veut être sûr qu'on construit on a bien compris la problématique, on veut être sûr qu'on construise la bonne chose. Et donc là, on va avoir des approches lean et l'expérimentation est très, très forte dans l'approche lean. Et donc là, comme Elsa vous a dit, superbe stratégie pour être lean. Vous voulez sortir un avion, vous devez développer des nouveaux moteurs d'avion. Pourquoi pas acheter le moteur d'un compétiteur au départ pour voir si les gens veulent acheter votre avion. Puis après, si vous avez des ventes, là, faire entrer d'autres choses. Il y a aussi Build the Right Thing. On a exploré la problématique. En innovation ouverte, en mobilité, il y a des super beaux cas, dont la voiture ouverte, qui est une voiture que les gens, dans le fond, c'est la communauté qui bâtit cette voiture-là, les pièces et tout ça, ils mettent tout disponible. Et donc, on a exploré la problématique de c'est fermé la voiture, c'est difficile d'y avoir accès. Et là, on a ouvert ça. Et l'idée du lean, c'est d'accélérer un peu cette vitesse d'apprentissage. Okay? Et on s'assure comme ça qu'on bâtit la bonne chose. Et ensuite, peut-être que c'est un mot que vous entendez beaucoup, l'agilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agilité? En réalité, on est agile quand on sait qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. On doit le bâtir de la bonne façon. Donc, on doit avoir les bons procédés. Donc, évidemment, en innovation ouverte, l'agilité, c'est super important parce que vous devez avoir des points de contact très, très souvent avec vos communautés pour savoir, OK, est-ce que ça va bien, notre cadence va bien, la valeur est bonne, etc. Je ne sais pas un cours sur l'agilité, mais c'est sûr que vous allez en entendre parler dans votre parcours entrepreneurial et dans vos grosses business, c'est sûr que c'est un mot qui parle. Donc, juste pour vous dire que l'expérimentation, c'est un processus itératif. Okay? Et c'est cette dynamique entre voici mes hypothèses d'affaires, voici les tests que je vais faire. Et dans cette boucle-là, je fais des tests pour enrichir mon business model Canva et donc le rendre de plus en plus validé. Je sais que mon segment de marché, c'est celui-là. Et comment je le sais? J'ai fait des expérimentations, j'ai co-créé avec eux, j'ai réussi à recruter des gens qui avaient tellement le problème qui m'ont aidé à créer la solution. J'ai des validations qui ont un besoin réel. Le but, c'est on part de l'idée, on dérisque l'entièreté du business model, du value proposition. On dérisque, mais en continu, parce que l'écosystème n'arrête pas parce qu'on a un modèle d'affaires qui est bon, on est content, on dit OK, j'ai trouvé. Mais dans un an, ça sera peut-être plus vrai. Alors, c'est en continu. Tout ça pour arriver à avoir ce qu'on appelle une business viable. Parce que le but de l'innovation ouverte, c'est d'avoir une business viable. C'est ça la finalité. Okay? Vous voulez avoir un impact, une business viable. Et donc,
Le processus d'expérimentation, ça paraît souvent compliqué pour les gens parce qu'ils disent oui, mais je ne peux pas tester tout le temps, remettre tout en doute. Puis là, on est absolument d'accord avec ça. Donc, le processus d'expérimentation, c'est vraiment de dire ils sont où mes assumptions et mes risques. On revient à ça, hein, pour extraire vos hypothèses d'affaires. Je pense en tant que Netflix que si je développe un API, les gens vont utiliser mon API pour développer. Parce que si les gens n'utilisent pas l'API, ben, tout le temps qu'ils ont mis à développer ça, ça ne sert à rien. Et donc, peut-être qu'ils ont dit, si on développe un API, est-ce que vous allez l'utiliser? Oui, parfait. Ils ont peut-être essayé avec un premier partenaire. Voici l'API, essaye donc de le connecter. Est-ce que ça fonctionne? Et donc, comme ça, ils ont pu créer un API qui est ouvert pour tous. Et donc, ici, c'est les hypothèses. Ensuite, ben, on doit les prioriser, ces hypothèses-là. Okay? Et là, c'est là que la notion de risque revient. Où est-ce qui est le plus gros risque? Une fois que ça, on détermine notre test. Et le plus important, c'est l'apprentissage qu'on fait à l'intérieur de ce test-là. Et si vous êtes fervent de l'innovation ouverte, bien, nécessairement, l'apprentissage, il y a des belles opportunités de partager ces connaissances-là. Elsa, est-ce que tu veux nous donner peut-être un exemple de beau partage en communauté ouverte? C'est une bonne question d'un partage en communauté ouverte sur les apprentissages. Je pensais entre autres la FabMob avec la le FabMob, wiki. ouais. Je pensais au wiki aussi. Effectivement, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup se développer, c'est la question des wikis. Alors, on se demande toujours pourquoi on parle d'un wiki. En fait, c'est parce que c'est une base de données qui est interrogeable justement par un API, ce qui veut dire que si vous voulez retrouver une information facilement, c'est pas comme un site web qui est pas très bien indexé, mais effectivement, dans les communautés de type ouverte, on partage des apprentissages sur un élément, ce qui permet effectivement au suivant de gagner en rapidité, de gagner en qualité. Voilà, vous en connaissez peut-être certains. Il y a le plus grand, c'est Wikipédia, hein, qui est le plus grand dictionnaire open source qui existe. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit par les blogs qui se développent, on le voit par les wikis. Le partage sur l'apprentissage d'affaires, c'est effectivement une des grandes valeurs et c'est certain qu'on incite de plus en plus les entrepreneurs à partager ce qu'ils savent. C'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, par exemple, en investissement, parce que là, on va parler justement de viabilité, on va rentrer dans la zone viabilité qu'on n'a pas touchée. Un investisseur, il cherche à savoir quelle est votre capacité à apprendre. Il faut que vous lui démontriez par vos données que vous êtes capable de vous améliorer, que vous êtes capable d'aller pas forcément d'aller plus vite, mais d'apprendre, de progresser. Et on voit beaucoup de documentation et beaucoup de partage à ce niveau-là, pas forcément technologique, vraiment encore une fois, sur comment ma business, je l'ai structuré, comment je l'ai amélioré, comment je l'ai rendu pas que plus viable, meilleur, plus proche de son client, etc. Je te laisse reprendre la main, Sylvain. Et juste pour mettre de l'emphase sur ce que tu as dit, quand on parle de Wikipédia, peut-être que la connexion que vous avez faite, c'est Open Innovation, ça égale gratuit. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Et l'autre exemple, parce que comme par exemple Apple qui a un environnement fermé, il est propriétaire de tout. Microsoft a une stratégie ouverte. Et donc, peut-être que vous connaissez par exemple la plateforme GitHub, qui est une plateforme de communication. Et c'est pourquoi? C'est parce que si le code a déjà été fait, pourquoi le refaire encore et encore et encore? On ne veut pas être ralenti. C'est la même chose en science. Si ma copine est elle s'occupe de l'open science à McGill, et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas deux chercheurs qui travaillent sur la même chose en même temps. Collaborer, sachez exploiter chacune de vos forces. Et donc, l'apprentissage est super important. Dans les principes de l'expérimentation, on dit que accepter l'idée que les preuves l'emportent sur les opinions. Donc, et là, vous avez peut-être même entendu l'expression innovation theater, ou dire qu'on fait de l'innovation ouverte pour la carte politique de la chose, par opinion, par ego, on pense qu'il faut faire de l'innovation ouverte parce qu'il faut faire de l'innovation ouverte. L'idée, quand on fait de l'expérimentation, c'est d'aller chercher les preuves. Si tu veux aller vers l'innovation ouverte, fine, va me chercher des preuves que ça vaut la peine, que tu comprends, que tu vas être capable aussi de travailler dans cet écosystème-là parce que ça demande beaucoup, beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité.
beaucoup d'implications. On dit qu'on doit apprendre très, très vite. Donc, si l'innovation ouverte vous fait ralentir, c'est peut-être pas la bonne chose. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse? Hein? Des fois, on va moins vite en innovation ouverte, c'est-à-dire le projet va peut-être prendre un peu plus de temps. Par contre, la valeur du projet est beaucoup plus grande. Donc, c'est ça l'équilibre qu'il faut avoir. Ça, c'est un équilibre souvent entre opportunité. En termes d'affaires, on voit, hein, la question se pose souvent de se dire, est-ce que je saisis une opportunité que j'insère à mon modèle d'affaires versus est-ce que je n'ai pas une valeur plus grande à créer en étant moins opportuniste, mais en construisant plus profondément mon modèle d'affaires. Cet équilibre-là, c'est sûr que c'est des décisions qu'on doit tous prendre, chacun dans nos modèles, et qui sont parfois difficiles. Expérimenter ça, expérimenter même ce choix-là peut avoir de la valeur pour justement, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de notre modèle, faire le bon choix. Voilà, c'est ni tout l'un ni tout l'autre, certainement un peu des deux, et en fonction du moment de vie du projet, on ne fait pas les mêmes choix. Donc ça, c'est une slide que vous allez pouvoir revoir si vous êtes intéressé à avoir cette culture d'expérimentation-là. C'est plein de petits conseils pour vous aider. Et tout ça, ça va vous permettre aussi de comprendre comment l'innovation ouverte fonctionne. Okay? Il y a également les principes du prototypage. Parce que, oui, on fait de l'expérimentation pour aller chercher des évidences. On veut valider que les idées qu'on a sont bonnes. Mais ensuite de ça, on doit prototyper, c'est-à-dire on doit aller dans le réel puis faire réellement les choses pour voir comment les gens vont réagir. Okay? Donc, si par exemple, je veux faire de l'innovation ouverte avec toi, puis ça veut dire qu'on doit partager des données, bien, rapidement, au lieu d'attendre vraiment longtemps puis se rendre compte 1 an plus tard que c'est difficile d'avoir accès aux données, de dire, parfait, on fait un petit prototype, on va juste voir si on est capable de se transférer les données. Et tout de suite, vous allez voir les risques. Ah non, mais cette donnée-là, je ne peux pas la transférer, c'est financier, c'est risqué. Et donc, l'innovation ouverte, ça vous demande de poser énormément de questions et de faire beaucoup, beaucoup de petits gestes comme ça parce que vous ne connaissez pas tout l'écosystème et comment ils vont réagir. Et en fait, c'est de ça dont vous voulez bénéficier. C'est-à-dire, vous savez que vous n'êtes pas les pros, mettons, du marché financier, mais vous avez besoin de collaborer avec eux. Bien, plus vite vous allez les voir, plus vite ils vont pouvoir vous apporter, eux, leurs contraintes, eux, leurs besoins, eux, leur innovation technologique qui peuvent vous aider. Et là, il y a vraiment une réelle discussion. Alors, c'est pour ça qu'un prototype, c'est quelque chose de compréhensible. Et là, je vous parle d'innovation ouverte. Juste le fait que je vous en parle, j'imagine que c'est flou un peu dans votre tête. Alors que si j'avais un prototype à vous montrer, une offre d'affaires à vous faire, puis dire voici comment je vois qu'on pourrait interagir ensemble, tout de suite, ça deviendrait concret. Donc, si vous voulez aller vers ça, n'hésitez pas à avoir des trucs concrets, compréhensibles pour ouvrir la discussion. On dit de vous mettre dans la place d'un débutant. Donc, ça veut dire quoi, le prototypage? C'est faites comme si la personne en face de vous ne comprend pas du tout cette technologie-là. Vous devez être le plus simple possible parce que le but, ce n'est pas que le prototype soit beau, que le prototype soit complet, c'est qu'il soit capable de rapidement communiquer une information pour avoir du feedback. Le mot feedback dans l'innovation ouverte, extrêmement important, la rétroaction que vous allez obtenir. Donc, on vous dit, le prototypage, il ne faut pas être parfait. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on fait des hackathons, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'un hackathon, c'est une stratégie d'innovation ouverte. Hein? C'est du crowdsourcing, en gros, on appelle. C'est d'utiliser l'intelligence collective pour attaquer certains problèmes. Vous connaissez peut-être le Coopératon, par exemple, de Desjardins, qui est une très grande compétition d'innovation ouverte. Donc, pourquoi je dis ça? Dans ces cas-là, parce que effectivement, l'objectif dans le Coopératon, c'est pas de faire une solution qui soit parfaite. C'est vraiment d'exposer à plusieurs une capacité à avoir une résolution de problème identifiée avec quelque chose qui va vraiment être juste un good enough pour pouvoir adresser la problématique et vérifier qu'on livre de la valeur à celui qui a le problème, qu'on est capable de l'engager, même si peut-être qu'on n'a pas encore du tout la solution, mais qu'on l'a au moins déjà engagé dans notre démarche et qu'il est un contributeur et qui deviendra peut-être un early adopter de notre projet. Sylvain, je vois l'heure qui tourne, je me dis, on a abordé beaucoup les principes de prototypage, on a beaucoup abordé les principes de l'expérimentation. Je me demande, j'aurais le goût, moi, qu'on aille carrément aux cartes sur l'innovation ouverte, qui sont des exemples de comment on peut justement prototyper une expérimentation, puis qu'on parte
qu'on en parle. Je sais que tu es arrivé à ces cartes-là. Moi, je voulais soutenir ton propos encore sur l'excellence d'affaires et l'innovation ouverte. On l'a dit, il y a à la fois, en fait, l'innovation ouverte, c'est à la fois une méthodologie de travail à l'interne de votre entreprise, c'est une posture. C'est une posture pour tester, pour se mettre en empathie, c'est une posture pour apprendre le plus vite possible. Donc c'est avant tout une posture et aussi du coup une méthodologie, une façon de dialoguer, etc., à l'interne et à l'externe. Ça, c'est la première partie. Puis Sylvain l'a dit, la deuxième partie est certainement celle qui, à notre sens, a le plus de valeur, c'est que c'est vraiment une stratégie d'affaires pertinente. Et en fait, ce qu'on veut essayer de vous transmettre ce matin, c'est essayer de regarder entre vos 3 zones de modèle du business model Canva, où est-ce que vous pourriez gagner en excellence, où est-ce que vous pourriez gagner en capacité à répéter votre modèle, à le rendre plus viable via des livrables de l'innovation ouverte. Et en l'occurrence, la technologie en fait partie. Je vous en cite 3. Donc on connaît très bien la partie logicielle. Je donne un exemple en mobilité, puisqu'on est très impliqué dans la mobilité durable. Aujourd'hui, on ne refait pas un certain nombre d'outils logiciels qui permettent de faire du géopositionnement. C'est du code ouvert, c'est du code open source. Attention, ça ne veut pas dire que les entreprises qui l'utilisent ont un modèle gratuit. Elles ont un modèle payant, elles vendent leurs services. Par contre, elles utilisent pour offrir leurs services en back-office des choses qui sont open source. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas les seules à devoir maintenir ce code-là. Donc, elles gagnent en viabilité et elles gagnent en faisabilité. Le deuxième, c'est les données ouvertes. Vous le savez, on peut créer soit des données ouvertes et on peut aussi utiliser des données ouvertes. On peut les utiliser pour prototyper. Mais on peut même les utiliser pour réaliser une offre. Okay, aujourd'hui, si par exemple, on croise un certain nombre de données, on peut offrir à un utilisateur des meilleurs trajets de déplacement. C'est le cas à Montréal, par exemple. C'est pour ça que la ville de Montréal partage des données. Puis le troisième, c'est tout ce qui est aussi physique. Sylvain en a parlé, on est dans une ère où l'infrastructure et ses dessins sont de plus en plus mis aussi en commun. Le véhicule open source, c'est quelque chose qui sert à réduire des coûts pour permettre demain d'avoir des véhicules urbains qui soient des véhicules certainement beaucoup plus novateurs et beaucoup plus adaptés à des modes de déplacement qui ont évolué très vite, alors qu'on a des vieilles infrastructures qui, elles, vont pas évoluer rapidement. C'est un exemple. On parle des drones, on parle, et vous en connaissez plein d'autres. Encore une fois, vous le voyez, ça peut être soit ce que vous vendez. Red Hat est le plus grand offre le plus grand service payant d'accès à du logiciel libre. Ce n'est pas de la gratuité, c'est leur modèle d'affaires. Voilà, je reviens et on revient avec Sylvain dans les 10 dernières minutes sur des méthodologies de prototypage et d'expérimentation en vous présentant effectivement on a choisi quelques cartes que vous pouvez retrouver ailleurs. Sylvain, je te redonne la parole. En fait, ça provient d'un jeu qui a été financé par le ministère de l'Innovation et de l'Économie. Oui. Et c'est sur l'innovation ouverte et c'est pour comprendre comment l'innovation ouverte fonctionne. Et c'est chacune des stratégies, comment ils fonctionnent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on est dans la culture d'expérimentation, on se rend compte que on peut faire des adéquations entre ce qu'on nous dit de faire en innovation ouverte et des stratégies d'expérimentation qui existent dans le monde corporate. Et donc, par exemple, ici, on dit benchmarking de positionnement, c'est-à-dire que vous pouvez demander même aux gens, demander de comparer vos produits à d'autres produits pour avoir tout de suite un benchmark. Pourquoi vous faire toute l'étude de comparaison si vous pouvez même emmener la communauté à vous aider à le faire? Et par exemple, qu'est-ce qu'on voit souvent? Moi, je suis un grand fervent d'une solution qui s'appelle Notion, qui est un wiki, peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Si vous l'essayez, vous allez l'adopter. Et comme plusieurs autres solutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur roadmap du développement de leurs produits ouvert à tout le monde. Et là, donc, la communauté peut aller voter en fonction de « Hey, cette solution-là compétitive, elle a un feature que j'aime, que je ne retrouve pas dans Notion. » Donc là, on peut voter pour les features qui ont le plus de sens pour la communauté.
Ça ne veut pas dire qu'on prend ça pour du cash, mais ça nous donne une information et c'est de l'innovation ouverte parce que c'est toute la communauté qui ramène l'information de valeur à Notion, par exemple, qui, eux, s'assoient, regardent qu'est-ce qu'ils ont, ils font « OK, parfait, on peut prioriser ça. » La communauté pense ça, on rentre en expérimentation, on va aller valider si la fonction qu'eux voient de la valeur, si on la met, elle va effectivement donner plus de valeur à l'usager. Et Elsa, je pense que tu veux rajouter? Un grand exemple qu'on connaît aussi tous, c'est Patagonia, qui est une marque de vêtements qui, depuis son origine, en fait, s'assure on va dire, de son aspect développement durable en questionnant toujours sa communauté et la communauté des utilisateurs extrêmement forte chez Patagonia pour concevoir à la fois quel est l'impact que Patagonia doit avoir, quels sont les produits qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils doivent faire, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de littérature là-dessus et il y a beaucoup de méthodologie qui a été éprouvée par Patagonia, donc si ça... Enfin voilà, il y a beaucoup de documentation. Notion ou Patagonia, beaucoup de sources d'informations. De toute façon, vous allez avoir des exemples de plus en plus nombreux parce que de plus en plus, les gens comprennent sont où les forces et comment leverager l'innovation ouverte. Parce qu'il y a beaucoup de travail d'évangélisation qui a été fait, des living labs, beaucoup d'initiatives pour mettre ça de l'avant. Et là, tranquillement, les gens commencent à s'accaparer de ces technologies-là, de comprendre comment les faire fonctionner pour dérisquer leur projet. Oh non, j'allais continuer parce qu'il nous reste encore quelques cartes. Je voulais juste qu'on les passe. Veille collaborative, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez mieux, testeur usager. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus courant. On en parle beaucoup en marketing. On a beaucoup l'habitude de faire. Alors là, on attire votre attention sur un point. Essayez de ne pas faire trop de questionnaires avec des questions fermées quand vous voulez vraiment avoir des évidences. Puis dans la présentation qu'on vous remettra, peut-être via Camille, je ne sais pas, on vous donne quelques techniques sur quand vous voulez aller chercher une évidence. C'est quoi une évidence qui a de la valeur? Une opinion de type j'aime, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire un choix d'affaires éclairé. Donc en innovation ouverte, c'est pas quelque chose qu'on recommande tellement, mais en innovation en général ou en expérimentation. Donc juste faire attention quand même à bien s'assurer que la méthodologie qu'on emploie, elle nous amène une évidence qui a une valeur intrinsèque suffisamment forte pour porter des décisions qui peuvent être quand même assez cruciales. La mission donnée aux usagers, donc ça c'est vraiment intéressant, hein, là c'est d'engager carrément l'usager à faire à notre place et ça aussi, ça se fait pas uniquement dans le monde communautaire, encore une fois ça se fait beaucoup aussi, par exemple il y avait ça sur des boissons, j'ai vu ça à un moment donné où effectivement il y a une marque qui avait demandé effectivement à ses usagers finalement d'être eux-mêmes porteurs de la marque et ça avait été vraiment intéressant. Ils avaient réalisé pour l'entreprise. Donc, c'est comme s'ils avaient outsourcé une partie de leur travail, mais ça avait donné beaucoup de résultats, un peu à l'image de Patagonia d'ailleurs. Voilà. Tu veux continuer, Vin? Tout à fait. Alors, d'autres stratégies qu'on a, donc, de faire le Business Model Generation ou le Business Model Canva de façon co-créative. C'est-à-dire de ne pas juste voir le modèle d'affaires et dire, moi, je comprends comment ça marche. Tout de suite, l'exposer à la personne parce que tout de suite, on va être capable de voir, non, ça, je ne peux pas le faire. Donc, d'engager tout de suite les gens et ne pas attendre. Plus vous attendez, plus c'est difficile de faire rentrer à bord des partenaires. Donc, c'est toujours possible. Si vous avez beaucoup de traction, les gens vont venir vers vous. Mais normalement, au départ, c'est plus facile. On dit l'analyse de l'environnement. Donc, vous ne développez pas des solutions seules dans votre coin. Et ça, c'est un des gros défis qu'on a quand on travaille avec les compagnies. C'est des fois, ils ont une solution, elle est bonne, mais on dit, mais j'ai pas le goût de donner des exemples. J'ai un exemple en tête, mais je ne le dirai pas. Mais des fois, on a l'impression, on développe un produit, mais on ne prend pas pour acquis qu'il y a des compétiteurs dans l'environnement qui vont cannibaliser tout ce que vous avez fait parce que votre offre n'est pas suffisamment grande. Donc, soyez vraiment conscient de l'environnement dans lequel vous évoluez
Parce que, puis si vous voyez que vos compétiteurs font énormément d'innovation ouverte, c'est un indice que c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont réussi à se rendre où ils sont. Donc, écoutez énormément les gens qui sont autour de vous. Il y a une carte que j'aime beaucoup, je prends la suite, c'est la résidence d'innovation ouverte, d'expérimentation, et vous verrez peut-être appeler ça aussi la conciergerie, c'est-à-dire on va rendre le service, on va se rendre dans la communauté, on va le faire. Alors, se rendre dans la communauté, ça ne veut pas forcément dire y vivre à côté de votre voisin, là, mais c'est en fait de s'insérer dans leur vie, de le faire avec eux, pas juste pour les observer, mais carrément vous pouvez commencer à livrer votre service, même s'il n'existe pas vraiment, même si vous n'avez pas du tout de chaîne d'approvisionnement. Un très très bon exemple de ça, ça avait été le développement d'une épicerie en ligne, plutôt que de se casser la tête à savoir quel inventaire il fallait avoir, puis de prendre des risques phénoménaux en termes financiers à avoir un inventaire qui allait risquer d'être complètement jeté ou mis aux poubelles. Bon, bah, ils sont partis à vraiment délivrer le service en conciergerie. Donc, bonjour, je vais vous faire votre panier d'épicerie. Hein, tous les jours, ils allaient voir les gens et je vais vous faire votre panier d'épicerie. Sauf qu'ils ont appris exactement ce que les gens achetaient. Puis à partir de ça, c'était très facile de faire un inventaire approprié sans avoir de gâchis, sans prendre de risque de viabilité pour la business. Voilà. Donc, on dit l'appel ponctuel au réseau de start-up. Donc, ça, c'est aussi les hackathons, mais c'est aussi de l'excubation. Est-ce que tu as des exemples, Elsa? Ah, d'excubation, bah oui. Par exemple, explique l'excubation avant. Ah, pardon. Ok. Excubation, c'est le procédé dans lequel une entreprise qui a un besoin, une entreprise plutôt établie, ne va pas développer la solution à l'interne, va s'appuyer sur une autre entreprise, souvent une start-up, pour générer cette solution. Ça se fait pas mal en ce moment. Vous avez sûrement des exemples, beaucoup en fintech. Il y en a certainement qui en ont entendu parler. Énormément d'assureurs et de banques qui travaillent comme ça. Ils n'achètent pas la startup, hein, ils achètent uniquement la solution. C'est pas du acquire, ok, c'est la startup reste à la fin là. Donc c'est comme une première adoption si vous voulez, et en fait on intègre la solution, mais en étant aussi partenaire, d'accord. Donc il y a une co-construction. Voilà, il y a quelques conditions pour que ça fonctionne très bien et respecter le roadmap de la startup et de l'entreprise excubatrice, mais effectivement, voilà, c'est un procédé qui fonctionne très très bien en innovation ouverte. La dernière slide avec les 4 cartes, puis après, on va pouvoir ouvrir la période de questions. Ouais. Donc, puis je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, mais les entrevues éclairent. Donc, c'est assez clair. On veut tout de suite aller valider. On fait une petite entrevue, on va chercher la perception des gens et on repart. Donc, c'est juste d'avoir un rythme soutenu. Peut-être que vous voyez sur les cartes, là, il y a des petits chiffres comme ici, 10 000. Là. Vous pouvez voir, c'est le coût relatif à chacune de ces initiatives-là. Voyez-le plus comme... un indicateur. Un indicateur. Il y a des d'effort, un indicateur d'effort. Ouais. La résidence, où est-ce que ça va vous coûter plus cher à faire parce que c'est long, mais l'information est très riche. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui est important. On dit relever des situations d'adaptation. Je vois mal sur la carte. Crowdsourcing, on en a parlé, c'est les hackathons. Ouais. L'entrevue semi-dirigée, ça on connaît très bien, c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on est au tout début d'un problème, pas au tout début d'une business, hein, parce que parfois les problèmes qu'on a, c'est pas au début de la business, c'est beaucoup plus tard, quand on est en train de justement faire de l'innovation en continu. Effectivement, l'entrevue, qu'elle soit entrevue problème ou entrevue solution, c'est une source d'information extrêmement importante qui nécessite effectivement de parler soit à l'usager que vous cherchez à cibler ou à comprendre. Donc, effectivement, c'est ma foi assez utile. La situation d'adaptation, en fait, c'est de proposer un service similaire pour voir ce qui se passe. Donc, ça va aussi avec le benchmark, etc., mais c'est une autre technique, là aussi assez intéressante. Et puis on le voit dans le parcours usager, ça souvent, qu'est-ce que fait l'usager? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Comment il se positionne en ce moment? Vous pouvez carrément le jouer, ça, et le faire. Voilà. Ça peut vous apprendre beaucoup sur les choix que vous avez à vous-même à réaliser. Tout à fait. Et je pense que c'est pas mal. Donc, juste pour vous dire, on va vous envoyer la présentation. Les slides que j'ai skippés, c'est pas parce qu'on n'a pas pris le temps on avait mal géré notre temps. C'est parce que c'est d'aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on vous a déjà présenté, grandir la carte d'expérimentation si vous voulez la remplir. Et ça, ici, c'est pour comprendre mieux c'est quoi une évidence. C'est quoi une évidence qui est forte, qui valide de façon très, très forte votre hypothèse. Donc, par exemple, si vous faites des préventes,
Et Kickstarter, c'est un bel exemple de... Ça commence à parler d'innovation verte. Des fois, la ligne est un peu floue, mais c'est quoi? C'est on fait une offre et avant de la bâtir, si on le fait bien, la stratégie devrait être avant de bâtir l'offre, on regarde si les gens sont intéressés à l'acheter. S'ils l'achètent, ben là, c'est une preuve extrêmement forte que le marché est prêt à recevoir ça parce qu'on a déjà fait des préventes. Alors que si on a fait un sondage, puis dans le sondage, on nous dit oui, j'aimerais ça avoir une voiture électrique, ben c'est beau, OK, mais peut-être que ça ne va pas se transférer en comportement réel. Voilà. Donc, ça va toujours être une balance entre l'impact de vos décisions, des risques d'affaires versus comment vous pouvez balancer ça avec des mesures d'expérimentation. Il y a encore du matériel, mais on peut s'arrêter, je pense, et prendre les questions. Je ne sais pas, Camille, si... Voilà, ben, c'est tout. Et dans le fond, c'est la discussion parce qu'on a plein d'exemples à vous donner. Et Camille, est-ce qu'on a des questions? Oui, absolument. Il y a plusieurs questions. Mais merci tout d'abord pour la présentation. Puis c'est très généreux à vous là, de l'offrir aux participants. On va pouvoir aller justement plus en profondeur. Là. Donc, merci beaucoup là, pour votre générosité. Pardon. Alors, une question là, de Francis Luna-Grenier. Donc, on commence avec ça. C'est une question assez générale. Là, on pourra spécifier par la suite. Mais est-ce que l'innovation ouverte, donc cette stratégie-là, serait applicable à toutes les industries selon vous? Est-ce que vous pensez à des industries pour laquelle cette stratégie-là serait peut-être moins appropriée? Non, comme on l'a dit, c'est plus il y a des moments qui ne sont pas opportuns, certainement. C'est plus à ce niveau-là. En fait, aujourd'hui, des exemples d'innovation ouverte, on en a dans tous les secteurs d'activité, comme on l'a dit, jusqu'à la défense. Enfin, honnêtement, pourtant des secteurs assez critiques. La santé, qu'on pense très critique, elle est extrêmement portée par l'innovation ouverte. Voilà, on parlait de l'aéronautique, je sais pas, le secteur minier, enfin, tous ces secteurs qui nous paraissent très compliqués pour le coup, ils sont eux aussi portés en ce moment par ça. Donc c'est plus une question de moment. Il y a des moments où effectivement ça mettrait peut-être l'entreprise dans une situation plus fragile et où ça ne sera pas une bonne décision d'affaires à prendre. Hein. Balance effort gain toujours. Qu'est-ce que ça amène et versus le coût et l'effort que ça représente. J'ai le goût de rajouter, non seulement quand ça a l'air compliqué, mais aussi, je voulais rajouter quelque chose par rapport aux mines. Ah oui, quand ça a l'air des industries fermées. Quand ça a l'air, comme par exemple l'industrie pharmaceutique. Pendant longtemps, c'est les brevets, c'est tout caché parce que c'est extrêmement d'investissement en recherche et développement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne peut plus supporter ça. Fait que même les industries qui étaient comme ça commencent à s'ouvrir parce qu'ils n'ont plus le choix. Le risque était rendu trop grand. Donc, les industries compliquées où on ne le voit pas et les industries qui étaient complètement fermées et qui n'y allaient pas, de plus en plus ils ouvrent. C'est les stratégies d'innovation ouverte qui vont un peu changer. Des fois, on va juste ouvrir une partie des données. On ne va pas tout ouvrir notre business. Et ça, c'est important à comprendre aussi. Quand on a l'innovation ouverte, on ne fait pas « je te donne tout, tu me donnes tout et on fait affaire ». Je te donne une petite partie, tu me donnes une petite partie, puis c'est souvent l'échange de valeur, elle est là. Ouais. J'espère que ça répond. Ben oui, je suis pas mal sûre que oui. En tout cas, moi, ça m'éclaire. Merci, Francis, pour cette question. Ben justement, il y a une autre question un peu qui est liée à ça. On parle de risques, on parle d'entreprises qui sont un peu plus perçues comme fermées. Puis là, Sylvain t'a parlé justement de ne pas ouvrir toute ton entreprise là, si tu fais de l'innovation ouverte, d'ouvrir seulement une partie. Est-ce que vous pensez que c'est de cette façon-là qu'on peut se protéger en tant qu'entrepreneur? Parce que, tu sais, on n'a pas toujours des brevets, on n'a pas toujours de contrat de licence et tout ça. Comment on peut faire pour se protéger avec l'innovation ouverte? Il y a deux choses qui sont clés. C'est, comme l'a dit Sylvain, de savoir quelle valeur on donne et en échange de quelle autre valeur. Donc, il y a vraiment une analyse à faire de ce point de vue-là. Il faut savoir qu'on analyse la valeur souvent de trois façons. Il y a trois éléments à prendre en considération. Il y a la valeur de connaissance, donc le savoir qu'on a, jusqu'à quel point on peut l'ouvrir ou pas, jusqu'à quel point on peut le partager ou pas. Il y a la valeur sociale, donc notre réseau, nos réseaux de partenaires, etc. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre en commun un réseau? Oui, non, jusqu'à quel point, à quelles conditions, pourquoi on le fait? Donc ça, et on le voit tous les jours. On parlait tantôt des API de Netflix. Netflix, est-ce qu'il est capable de vous donner accès à son réseau de partenaires? Peut-être pas.
il est capable d'avoir une technologie ouverte. Voilà, à discuter. Okay. Puis le troisième, c'est la valeur d'affaires. Donc, c'est vraiment vos règles d'affaires, votre asset de connaissance sur votre modèle d'affaires. Là aussi, est-ce que vous pouvez le partager ou pas? Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour quelle valeur et jusqu'à quel point? Est-ce que vous êtes capable de partager des bénéfices et des coûts? Oui, non. Par exemple, l'aéronautique fonctionne, a innové beaucoup en partageant les coûts. Parce que c'était identifié comme suffisamment de valeur, même s'il y avait des aspects critiques à ça. Mais ça a permis effectivement à l'aéronautique de se développer, alors qu'ils étaient arrivés à un point où individuellement, son consortium, ça ne fonctionnerait plus. Et par rapport à la valeur, donc tu parles de la valeur, il y a la valeur de connaissance. Et une des nouvelles qui m'avait un peu surpris dans l'industrie, mais je trouve ça intelligent, c'est le cas Tesla, où est-ce que Elon Musk a pris la batterie, donc la puissance de la Tesla, c'est l'autonomie de la batterie. Et ce qu'il a fait à un certain moment, et donc c'était très enfermé, ils ont développé la batterie, c'était leur avantage compétitif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à un certain moment? Ils ont ouvert complètement l'accès à toute la technologie qu'ils utilisent dans leur batterie. Et là, c'est là qu'on peut se poser la question, mais pourquoi? C'est quoi le gain qu'ils avaient à faire ça? Et donc, on peut spéculer, hein, c'est des assumptions ici, mais des gains potentiels, c'est c'est un pied de nez à toutes les industries qui essayent de faire des batteries électriques parce qu'on amène les compétiteurs à utiliser la solution de Tesla pour aller plus vite. Donc, on vient perturber un peu le marché de cette façon-là. Montrer, puis la valeur de connaissance, on est tellement bon qu'on va vous donner comment on le fait parce qu'on veut que tout l'écosystème en profite de ça. Mais ça aussi, c'est de se positionner en champion. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir, il y a toujours une petite stratégie derrière. Il faut bien en profiter. Oui, absolument. Ben, c'est ça, c'est super intéressant l'exemple de Tesla aussi. C'est comme un exemple qui a beaucoup marqué l'imaginaire, je crois bien, de par comme l'excentricité de Elon Musk, mais aussi comme l'accès à tout le monde à cette technologie-là, comme on veut que ça progresse, puis c'est ça là, aussi l'innovation ouverte. J'ai une autre question justement par rapport à l'encadrement. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a des lois spécifiques là, qui existent ou s'il y a des lois qui devraient être mieux adaptées pour encourager l'innovation ouverte puis que les entrepreneurs aient moins peut-être peur de se lancer là-dedans? C'est ça. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les incitatifs, notamment sur les modèles de financement, sont peut-être parfois pas toujours aussi solides qu'on voudrait. Ceci étant dit, comme l'a dit Sylvain, puis comme on le défend depuis tantôt, là, sauf si vous êtes un collectif et que vous avez décidé de vous mettre en écosystème et que tout est ouvert, on voit très très bien qu'il n'y a aucun modèle d'affaires dans lequel tout est ouvert. Il n'y en a pas. Je veux dire, il y a certains aspects du modèle d'affaires qui sont ouverts. Il va y avoir un partenariat qui va être ouvert. Il va y avoir un modèle de revenu, un modèle de coût, un modèle technologique, un modèle de clientèle. Enfin, on voit que c'est des éléments. Okay, ce qui fait qu'aujourd'hui, même pour des investisseurs privés, hein, pour des venture capital, il n'y a pas d'enjeu vraiment à financer ça parce que c'est jamais tout ou rien. C'est une partie de. C'est certain que des financements comme des financements très classiques de type recherche et développement ont eu tendance à beaucoup favoriser la propriété intellectuelle. Il faut savoir que sur le code ouvert, qu'il soit pour du logiciel, etc., il y a aussi de la propriété intellectuelle. Hein. Et donc, c'est considéré. Vous pouvez aller regarder tout ce qui est Creative Commons, tout ce qui est dans GitHub, il y a des règles de partage et des règles de propriété. Quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, voilà. On peut toujours se dire qu'il y a des enjeux de sécurité. Enfin, les enjeux de sécurité, ils existent aussi avec des briques propriétaires complètement fermées. Les risques de copie existent toujours. La copie, ça existe depuis toujours. Ça existe sur le matériel, ça existe sur le logiciel. Voilà. On ne se ferme pas à ça. On peut essayer quand on est suffisamment fort, on peut essayer de se protéger juridiquement, mais intenter des procès sur la propriété intellectuelle, c'est assez coûteux. Voilà, donc il y a des choix à faire. Mais est-ce qu'il y a des règles? Oui, toutes les règles de Creative Commons ou les règles de GitHub, etc., ce sont des règles de protection sur ce que vous avez fait, sur ce qui vous appartient ou sur l'utilisation que les autres peuvent faire de ce que vous avez fait.
Et donc, c'est ça, vous pouvez faire payer à l'usage, vous pouvez dire aux gens qui peuvent modifier le code, vous pouvez dire, donc vous pouvez Ils mettre peuvent ces règles-là. contribuer, mais pas modifier. Donc, il y a tous ces différents aspects-là, tout à fait. Parfait. C'est vraiment donc d'adapter le modèle selon les besoins là, de ce que je comprends. Oui, et il y a des règles. Voilà, on ne contribue pas n'importe comment à un élément ouvert, si on parle de code. Voilà, il y a une traçabilité en plus parce qu'on va savoir qui a contribué ou qui a modifié ou qui a utilisé. Donc, il y a des éléments de protection. C'est ça. J'aimerais, peut-être, j'ai eu un commentaire là-dessus là, de Yann-Patrick Thibault par rapport au Lean Startup. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus qu'est-ce que c'est pour ceux peut-être qui connaissent moins ça? Puis je vais avoir une petite question pour vous par rapport à ça après. Ouais. Donc, en 3 mots, le Lean, c'est Build, Measure, Learn. Okay? Ça veut dire, vous bâtissez de façon le plus cheap possible quelque chose qui va vous permettre d'aller capturer le maximum de valeur. Donc, je sais que je suis vague, là, mais c'est toujours une discussion à avoir. Donc, si vous me demandiez, il faudrait en parler une demi-heure ensemble et dire, ah, OK, ça serait peut-être ça à faire. Et ensuite, le plus important, c'est de mesurer ce que vous avez fait. Donc, ça veut dire que vous avez réfléchi d'avance, c'est quoi vos critères de succès? C'est quoi les métriques que je vais aller voir? Donc, je pense que si j'ouvre mon roadmap de produits, les features qui vont se retrouver en haut vont donner de la valeur à mes clients. Et donc, j'ai cette hypothèse-là et je peux vérifier. Et j'apprends de ça. Et donc, cette boucle-là de je bâtis un prototype rapidement, des fois, on va parler de la notion de MVP quand on parle de Lean, parce que plus notre produit augmente, on va commencer à parler d'un minimum viable product. Mais c'est ça. Donc, je ne sais pas si Elsa, tu veux continuer? Oui, c'est une méthode scientifique pour les entrepreneurs. Comment est-ce que je m'assure que je construis le bon modèle d'affaires et que je construis un moteur de croissance? Donc, je suis capable de grandir, que je suis capable de répéter, etc. C'est quoi les mesures que je me donne en tant qu'entrepreneur? Comment je suis mes métriques de développement? Voilà. Le Lean Startup, c'est apprendre à suivre les métriques de développement de son modèle d'affaires et de créer un moteur de croissance. Quelque chose qui va être comme, pas forcément exponentiel, mais qui va être capable d'être répétable et qui va pouvoir grandir. Et là, vous entendez que tout de suite, ça veut dire, c'est quoi les choix de coûts que je fais, quelle solution j'investis, etc., etc., etc. On revient au BMG, hein, c'est les 9 cases. C'est comment les 9 cases interagissent entre elles, qu'est-ce qu'elles me coûtent, qu'est-ce qu'elles me rapportent et comment elles peuvent aller à grandir. Mais je tiens à rajouter, voyez pas l'innovation ouverte en je ne suis pas ouvert ou je suis ouvert. Non. Et quand on vous dit d'expérimenter, que la personne qui a posé la question par rapport au risque et tout ça, est-ce que je vais pouvoir me protéger? Si vous le faites tout de suite de petites expérimentations, vous allez l'apprendre en le faisant. Donc, attendez pas d'avoir une solution super grande pour essayer ça, parce que là, vous allez avoir peur de perdre tout le travail que vous avez mis. Là, vous allez avoir de plus en plus peur à ouvrir les choses. Mais si vous travaillez tout de suite, vous allez dire, OK, ça, je peux l'ouvrir, mais ça, ils n'ont pas besoin de le savoir, et ça va émerger. Et c'est difficile des fois de répondre à des questions quand on est dans un monde complexe, oui. Parce que les choses émergent, et donc on doit apprendre en le faisant. Et donc là, peut-être que vous aviez une hypothèse que c'est ça que vous deviez ouvrir. Vous commencez tranquillement, vous allez découvrir, ah non, c'est pas ça. Donc, si on se met tout de suite à réfléchir au niveau de la peur, et tout de suite, il faut aller le dérisquer. Donc, de quoi on a peur? J'ai peur de ça. Comment je peux aller le dérisquer, le tester pour voir si j'ai raison d'avoir peur? Allez valider si votre peur, elle est vraie ou pas. Des fois, c'est j'ai peur qu'ils me volent mon idée. Moi, je parle beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas me dire leur idée. Puis là, je suis comme, je ne peux pas t'aider si tu ne me donnes pas ton idée. Ah oui, mais c'est vraiment une bonne idée. Là, quand ils m'en parlent, je connais 5, 6 ou 7 projets similaires. Donc, faut pas, cette peur-là, il faut la déconstruire un peu aussi. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on parle justement d'ouverture, d'innovation ouverte. Et donc, c'est ça. Je pense que qu'est-ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un spectrum qu'on ajuste là, comme selon notre modèle d'affaires, finalement. Je peux peut-être conclure avec une dernière question. Il nous reste comme 1 minute. La question était, l'innovation ouverte, ça implique peut-être d'avoir une marge pour pouvoir encaisser l'erreur, l'échec. Est-ce que si on n'a pas cette marge-là, si on est pas mal serré, est-ce qu'on peut le faire quand même? Je comprends que oui, parce que c'est un spectrum. Oui, et puis parce que il faut toujours trouver le plus petit point d'expérimentation qui va vous amener de la valeur. Donc, quand on dit qu'on n'a pas de marge de manœuvre,
qu'est-ce que vous avez comme marge en fait? Il y a un principe d'effectuation. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce que j'ai? Pas avec ce que je pourrais avoir un jour peut-être. En ce moment, j'ai 1 heure, parfait, j'ai 1 heure. C'est ça, j'ai juste 1 heure de temps. Puis peut-être qu'un jour j'aurai d'autres moyens et ce sera parfait. Mais c'est avec ça. Et encore une fois, c'est pas, on n'oppose pas innovation ouverte, innovation fermée. C'est à quel point votre innovation, vous avez stratégiquement intérêt à l'ouvrir pour aller chercher des évidences d'affaires. Voilà, voilà. Ben, je pense que ça conclut très bien cette heure passée ensemble. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Elsa. Merci pour votre générosité. C'était super intéressant, vraiment. Alors, au plaisir de vous compter parmi nous peut-être pour une autre occasion. Et pour les participants, on vous transmet le PowerPoint. Voilà. Alors, merci à vous deux. On se rejoint dans la prochaine activité pour un mot du premier ministre. On a la chance qu'il nous ait transmis un petit mot pour le FERA 2021. Alors, tout le monde, à tout de suite. Merci.